Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez correctement? Ouais, c'est bon. Tout d'abord, merci Amal et merci à l'Université populaire d'Arcueil pour cette invitation et pour m'avoir proposé de réfléchir un peu avec vous aux questions policières et notamment comment articuler conflit, confiance, comment essayer de peut-être un peu mieux comprendre ce qu'on appelle communément les relations entre police et population. Alors déjà, donc une présentation a cappella sur les relations entre police et population et essayer d'articuler ensemble cette question de la confiance et du conflit. J'imagine que vous suivez toutes et tous l'actualité, les gilets jaunes, les manifestations, la réaction policière particulièrement forte, les blessés, les éborgnés, etc. Et voilà, je pense que la communication que je vous propose aujourd'hui, elle permettra, j'espère en tout cas, d'amener quelques éléments de compréhension sur la situation actuelle. Alors, je comptais commencer par vous projeter une citation de Coluche, que j'ai trouvé sur YouTube, et il est interviewé au journal télévisé sur Antenne 2, je crois à l'époque, en 1980. On en vient à lui parler de la police et Coluche est un peu gêné. Il répond au présentateur: bon, moi, je suis pour le principe de la police. Personne ne peut être contre. Ce serait ridicule de dire qu'il ne faut pas de police. Enfin, je crois. Il est un peu, il n'est pas sûr de lui et il me semble que cette réaction de Coluche là, au journal télévisé, elle souligne une ambivalence en fait de la police et de la fonction policière, une ambivalence parce que dans un État de droit, dans un État démocratique, la police c'est fixé dans un certain nombre de textes et au service de la société est définie comme étant au service de l'intérêt général, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en fait, cette première définition de la police, elle renvoie à une fonction policière comme organisatrice de la société, d'une police comme service public, qui est censé être au service des victimes, résoudre tous les problèmes qui peuvent survenir dans notre quotidien, proposer des services de médiation, de protection. Bref, la police est censée, a pour mission de répondre à une demande sociale. Première fonction. Sauf que la police, elle est toujours ambivalente parce qu'elle a un deuxième aspect qui la conduit dans certains espaces sociaux et à certains moments à agir contre la société. La police, et on reviendra un petit peu tout à l'heure sur son histoire, elle s'inscrit évidemment dans un ordre politique, elle a également pour fonction de défendre cet ordre politique, de le protéger. Et il arrive que l'action policière s'inscrivent à rebours des dynamiques de démocratisation et de pacification. Elle en vient à s'inscrire à rebours de ces dynamiques de démocratisation et de pacification, justement lorsqu'elle se place au service d'un ordre politique pour la défense d'intérêts de groupes sociaux spécifiques ou encore d'intérêts corporatistes. Et alors évidemment, cette ambivalence, elle n'est pas propre à la France, elle est consubstantielle de toutes les polices, mais il se trouve que dans le cas français, actuellement, cette ambivalence, elle est particulièrement forte. La situation française se caractérise par la récurrence de violences policières, qu'il s'agisse de violences, alors principalement dans les quartiers populaires, dans les quartiers de banlieue des grandes villes. Je rappelle que depuis la fin des années 70, environ 500 personnes ont perdu la vie, dans une grande majorité d'entre eux dans ces quartiers populaires, suite à une intervention policière. Le maintien de l'ordre en France
pose également question, je pense pour les exemples récents, donc les manifestations de 2016 contre la loi travail, ou évidemment le mouvement actuel des Gilets jaunes. Et voilà, la police française, parallèlement, a une activité quotidienne d'enregistrement des plaintes, de résolution des conflits, de médiation, etc. Et en fait, il me semble que cette ambivalence dans la fonction policière, voilà, elle renvoie au titre que vous m'aviez proposé pour la présentation d'aujourd'hui. Elle interroge à la fois la question de la légitimité de la police. Finalement, est-ce que nous faisons, en tant que gouvernés, en tant que citoyens, est-ce que nous faisons confiance à l'institution policière ? Plus généralement, qu'est-ce que nous pensons de l'institution policière, qu'est-ce que nous en attendons et comment nous jugeons en fait le travail de la police. Et deuxième versant, la question du conflit, qui là renvoie à ces moments et à ces espaces sociaux où la police entre en conflit avec nous, avec la population. Donc voilà pour la présentation de ce soir. Et pour essayer de creuser un peu plus avant cette question, je voudrais commencer par revenir un peu. Alors je suis sociologue, donc moi je travaille la police voilà, en tant que sociologue avec les outils des sciences sociales, donc essayer de vous montrer comment en sciences sociales on travaille cet objet police. Ensuite, revenir sur la question de la confiance et vous donner quelques données dont on dispose sur la confiance dans la police et sur ces fameuses relations police-population, et pour ensuite revenir sur des enquêtes qu'on appelle des enquêtes ethnographiques, donc des enquêtes de terrain que j'ai conduites depuis plus d'une dizaine d'années maintenant dans des services de police en France et en Allemagne. Et revenir sur cette idée de conflit, voire de violence, à partir de mes enquêtes de terrain. Proposer des pistes de comparaison entre la police telle qu'elle fonctionne en France et telle qu'elle fonctionne en Allemagne, et peut-être ouvrir en conclusion sur la situation actuelle, et voilà, pour susciter ensuite une discussion. Alors comment travaille-t-on la police en sciences sociales ? Pour, je sais pas, celles et ceux d'entre vous qui auraient fait de la sociologie, on parle souvent de construction de l'objet. Pour travailler en sociologue, il faut qu'on arrive à définir un objet. Alors comment définir cet objet particulier qui est la police ? Bon, la police a une première particularité, c'est que en tant que sociologue, on ne peut pas se baser sur un corpus philosophique ancien. La philosophie a beaucoup travaillé depuis très longtemps sur la démocratie, sur la justice, sur la République, par exemple. Et ça, c'est des choses que les sociologues aujourd'hui peuvent lire, ils peuvent s'en emparer, et ça peut irriguer, nourrir leurs travaux. Dans le cas de la police, c'est un peu différent, puisque finalement, les philosophes se sont très peu intéressés à la police, et les sociologues eux-mêmes s'y sont intéressés tardivement. Alors on trouve quelques références à la police, mais c'est vraiment, je vous donne un exemple. Friedrich Hegel, par exemple, au détour d'un texte, on peut lire que la police fait partie, avec les corporations, de ce qu'il appelle les racines de l'État. Les racines de l'État qui irriguent la société civile et qui viennent constamment rappeler la violence des origines de la communauté politique. Le fait que l'action policière vienne rappeler la violence des origines de la communauté politique, c'est une idée qu'on retrouve aussi chez Walter Benjamin. C'est une idée aussi qui a été reprise par Bourdieu d'ailleurs, et qui souligne le fait, et je trouve que c'est intéressant, que la police a pour mandat finalement la forme la plus archaïque d'action politique. L'exercice
de la force, l'exercice de la violence, le coup de matraque, le coup de poing, c'est finalement la technologie la plus archaïque d'expression du politique. Bon, on trouve en général dans les cours de sociaux à la fac, on a l'habitude de mobiliser Max Weber lorsqu'on veut définir l'État et lorsqu'on veut parler de la violence ou de la force. Vous le savez peut-être, Max Weber a proposé une définition canonique de l'État. C'est le groupement politique qui revendique pour son propre compte le monopole de la violence légitime. Et quelle institution incarne à l'intérieur de son territoire ce monopole de la violence légitime? C'est évidemment l'institution policière, et à l'extérieur du territoire, c'est l'armée. Mais Max Weber ne parle jamais, ou quasiment jamais, de police. Finalement, lui, ce qui va l'intéresser, c'est les questions de domination politique, de légitimité politique, mais l'action de la police, l'institution policière, finalement, une fois qu'il a eu posé cette définition, ne l'a pas intéressé. Émile Durkheim, sociologue français de la fin du 19e, début 20e, contemporain de Weber, chez lui c'est pareil. En fait, la police ne fait pas partie de son champ d'intérêt. Et il en ira de même pour Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, vous le savez peut-être, va mettre au cœur de son analyse ce qu'il appelle la violence symbolique. Et donc, il va ajouter à ce monopole, à cette définition de l'État comme revendiquant le monopole de la violence physique légitime de Weber, il va y ajouter la violence symbolique, mais chez Bourdieu, et quand on prend par exemple le gros volume là, qui est sorti il y a quelques années, ses cours au Collège de France, le volume s'appelle Sur l'État ou l'État, enfin je ne sais plus, bon, c'est un cours sur l'État, et en fait la police est quasiment absente. Je crois que sur 600 pages, il doit y avoir 8 occurrences du mot police, et il ne s'y intéresse pour ainsi dire jamais. Quelques philosophes du 2e, 20e siècle vont un peu s'y intéresser. C'est le cas de Louis Althusser, par exemple. Louis Althusser va parler d'appareils idéologiques d'État, dans lesquels il va inclure la police, mais dans le modèle qu'il propose, la police va être un pur instrument, finalement, au service des intérêts de la classe dominante. Donc finalement, c'est comme si, pour Althusser, la police n'avait pas d'existence ou d'autonomie propre. Et finalement, ce n'était pas vraiment la peine de l'étudier. Pour étudier ce que fait la police, en gros, il suffirait d'étudier les intérêts des classes dominantes. Du côté français, quasiment le seul penseur qui va nous aider à penser la police et qui va en souligner l'intérêt, en fait, pour penser le pouvoir, pour penser l'État, c'est Michel Foucault. Michel Foucault, c'est quelqu'un qui se pose la question du pouvoir et, pour aller vite, des transformations, des manières de gouverner, des transformations du pouvoir au cours de l'histoire. Et il va noter qu'à partir du XVIIe siècle va émerger une nouvelle manière de gouverner et d'exercer le pouvoir, une nouvelle manière qui va émerger en parallèle, en fait, à l'accroissement des pouvoirs de l'État. Et il va beaucoup s'intéresser à ce qu'on appelle à l'époque, à partir de la fin du XVIIe, la Polizeiwissenschaft. C'est un mot allemand parce que ce domaine a été inventé en Allemagne. On le traduit en français par les sciences camérales. En gros, c'est les sciences de gouvernement.
à partir du XVIIe, des penseurs, des théoriciens vont commencer à produire en fait tout un ensemble de traités de bon gouvernement à destination principalement des princes et des rois. En fait, en allemand, Polizeiwissenschaft, Polizei c'est la police, la Wissenschaft c'est le savoir, et donc ce sont tout l'ensemble de ces traités de bon gouvernement. Et Foucault nous dit, à partir de la fin du XVIIe, on va commencer à appeler police l'ensemble des moyens par lesquels on peut faire croître les forces de l'État tout en maintenant le bon ordre de cet État. Et petit à petit, Foucault va noter que la police va être non seulement un projet politique, mais aussi devenir, pour reprendre ces mots, une technologie. Il nous dit la police devient l'ensemble des interventions et des moyens qui assurent que vivre, mieux que vivre, coexister, sera effectivement utile à la constitution, à la majoration des forces de l'État. Et là où Foucault est intéressant, c'est que au début, on parlait d'ambivalence de la fonction policière. Et Foucault va nous aider à penser en fait les deux versions de la fonction policière, c'est-à-dire à la fois le versant régulation et à la fois le versant domination et exercice du pouvoir politique. Et cette ambivalence, on la retrouve aussi si on tire les fils des sociologies de Weber et de Durkheim. Weber, donc monopole de la violence légitime par l'État, donc là on se situe du côté de la domination politique, de l'usage de la force, l'usage de la violence physique par l'État. Du côté de Durkheim, qui s'est beaucoup intéressé aux instances de régulation sociale, on peut peut-être tirer le fil d'une police ayant pour fonction la régulation sociale. Donc en fait, ces deux versants, coercition et régulation, se trouvent au cœur de la compréhension de l'action policière et du mandat policier, et finalement se trouvent au cœur aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, mais quand on fait des enquêtes de terrain dans la police, quand on mène des entretiens avec les policiers, la grande opposition très structurante pour les policiers, c'est d'un côté ce qu'ils appellent le vrai travail de police, c'est la chasse aux délinquants, l'anticriminalité, et d'un autre côté ce qu'ils appellent le social, alors qu'ils tendent à dévaloriser dans le contexte français. Et ce que les policiers appellent le social, c'est sûrement ce versant régulation, c'est-à-dire répondre aux demandes diverses et variées qui leur sont adressées tous les jours, intervenir dans des conflits familiaux, dans la rixe au bar du coin, résoudre tout un ensemble de problèmes. Donc vraiment, on retrouve cette ambivalence de la fonction policière, à la fois dans la littérature et aussi quand on fait du terrain, dans la police, entre coercition et régulation, répression et prévention, anticriminalité et travail social, etc. Bon, le moment qui va marquer la véritable émergence d'une sociologie de la police, le moment et le lieu, c'est les années 50, les années 50-60 aux États-Unis. Les États-Unis sont secoués par ce qu'on appelait alors et qu'on appelle toujours des émeutes qui prennent la forme aux États-Unis d'émeutes raciales. Et en fait, on se rend rapidement compte qu'à l'origine de ces émeutes ou de ces rébellions urbaines, il y a des faits de violence policière. Ce constat va attirer l'attention des sociologues et également des pouvoirs publics, et vont être mis en œuvre du côté américain tout un ensemble d'enquêtes au sein des services de police. Et ces enquêtes vont le plus souvent prendre la forme d'enquêtes de terrain, c'est-à-dire que des chercheurs américains vont
pour certains d'entre eux, devenir policiers, faire ce qu'on appelle de l'observation participante. D'autres vont passer leur temps à observer des patrouilles de police, observer leur travail quotidien, interviewer des policiers pour essayer un peu de décoder à la fois qui sont les policiers, qu'est-ce que la culture professionnelle policière, quelles sont ses valeurs, que font les policiers concrètement sur le terrain, quelles sont les personnes qui sont arrêtées, quelles sont les propriétés sociales des personnes auprès desquelles les policiers se permettent d'agir avec un surplus de violence. Et l'ensemble de ces enquêtes vont être scrutées, lues avec attention par les pouvoirs publics. Et aux États-Unis, un certain nombre de rapports vont être produits à partir des années 50, 60, afin de réformer les pratiques policières. Et ce sera également le cas un peu plus tard, à partir des années 70, du côté de l'Angleterre. Le principal résultat, il y en a plein, mais en tout cas si on devait en retenir un, que nous donne cette sociologie américaine de la police, c'est ce que les sociologues appellent la discrétionnarité policière, la police discretion en anglais. C'est-à-dire que le travail policier a cette particularité que les initiatives cruciales émanent des agents au plus bas de l'échelle. Les policiers, ce sont des travailleurs qui jouissent d'une grande liberté d'action lorsqu'ils sont sur le terrain. Ça peut se comprendre assez facilement lorsque vous êtes en patrouille dans votre voiture, en plus à une époque où les systèmes de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous travaillez la nuit, la hiérarchie est absente. En gros, vous patrouillez dans votre voiture et ça vous laisse une latitude relativement importante, à la fois pour sélectionner vos missions, privilégier les missions que vous jugez les plus valorisantes, les plus intéressantes, et ça vous laisse aussi une importante latitude dans le choix des personnes que vous allez contrôler, ou des lieux que vous allez contrôler, des groupes sociaux que vous allez surveiller, etc. Et en fait, ce résultat de l'importante marge de manœuvre des policiers de terrain, la discrétionnarité policière, il se vérifie encore de nos jours. Moi, je l'ai vérifié dans mes propres enquêtes de terrain. Vous avez le grand sociologue de la police en France, qui s'appelle Dominique Monjardet, qui a fait des enquêtes dans les années 80, qui a vérifié ce constat également, et j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de mes enquêtes de terrain. Alors revenons un petit peu à l'histoire de la police, parce que je pense qu'elle nous aide à comprendre la situation actuelle. La police, historiquement, elle a une des premières fonctions qu'on peut lui attribuer, c'est une fonction, on va dire, économique et de protection et de facilitation de la circulation des marchandises. C'est le rôle, par exemple, de la maréchaussée au XVIIe et au XVIIIe siècle, assurer la bonne communication entre les villes, et notamment les villes de foire. La police, elle est également fortement associée à la question de la ville, à l'urbanité. 19e siècle, industrialisation, la population urbaine s'accroît énormément, et parallèlement vont s'accroître les effectifs des forces de police. Et le mandat qui va leur être donné, ça va être le contrôle social des grands centres urbains. Donc en fait, que ce soit la sécurité des voies commerciales entre les grandes villes ou le contrôle social des centres urbains,
la naissance de la police et sa véritable institutionnalisation, elle est liée à ses dimensions économiques et urbaines. La police, elle a également une dimension militaire. Puisque, finalement, expansion des villes, on va dire augmentation de l'agitation ouvrière, les gouvernements ont donc créé des forces civiles destinées à réprimer ces soulèvements et à gérer ces masses urbaines qui devenaient de plus en plus importantes. Et ça, c'est un constat qu'on fait en France, mais des collègues ont travaillé sur l'Angleterre, sur l'Allemagne. C'est un trait commun, en fait, de cette genèse policière. Au même moment, cette dimension militaire de la police, elle est aussi renforcée par le fait colonial. Que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal, le Danemark et un peu plus tard l'Italie, on va voir apparaître dans les territoires colonisés de ces pays des forces policières destinées à contrôler les populations colonisées. Donc en fait, cette genèse coloniale et industrielle de la police, enfin ces deux dimensions, coloniale et industrielle de la police, elles sont étroitement liées et ce sont des débats qui ressurgissent également aujourd'hui, lorsque on interroge les éventuelles continuités entre la manière dont la police pouvait traiter les colonisés jadis et la manière dont elle traite parfois leurs descendants aujourd'hui. Je pense que c'est une question qui reste ouverte, on pourra y revenir si vous voulez. Donc aux origines de cette police, l'imposition d'une discipline urbaine, alors en particulier sur les jeunes hommes ouvriers, en situation d'indiscipline, que l'indiscipline soit réelle ou supposée, ainsi que tous ceux que l'on suppose étrangers à la bonne urbanité, que l'on appelait déjà à l'époque les indésirables. Peut-être vous aviez noté lors du procès de ces quelques policiers du 12e arrondissement qui s'est tenu l'année dernière qu'ils appelaient certains de leurs jeunes administrés dans le 12e arrondissement des indésirables. En fait, cette catégorie, elle a une longue histoire. Elle a pu qualifier à la fois les paysans montés à la ville et devenus ouvriers, les migrants, les prostituées, les vagabonds ou encore les homosexuels. Et en fait, ce qui caractérise ces indésirables, c'est que l'action policière qui leur est destinée dépasse bien souvent la stricte application de la règle de droit et devient une action de redressement, de discipline et de sanction. Bon, la situation change, on va dire, au milieu du XXe siècle. Elle change d'une part parce que les techniques policières ont évolué et également parce que les injonctions de démocratisation deviennent de plus en plus prégnantes et s'adressent de plus en plus à la police. Et finalement, dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, va apparaître une crise de légitimité de l'institution policière dont on considère qu'elle n'est pas suffisamment capable de répondre aux injonctions démocratiques. Et là, c'est l'Angleterre en Europe qui va être précurseur en quelque sorte et qui va profondément réformer son modèle policier en inventant ce qu'on appelle le policing by consent, c'est-à-dire, policing c'est difficile à traduire, mais une police de consentement, c'est-à-dire de développer tout un ensemble
de techniques policières destinées à accroître sa légitimité, à faire en sorte que les gens aient confiance dans l'institution policière, veiller à ce que les gens soient satisfaits de l'action policière et veiller à proposer une réponse policière qui soit à la hauteur des attentes de la population. Et cet ensemble de réformes qui a touché l'Angleterre, les États-Unis dans une certaine mesure, et également l'Allemagne, un peu plus tard, à partir des années 80-90, on peut dire que la police française semble en être restée à l'écart. La police française semble encore aujourd'hui, d'ailleurs, chercher des outils justement pour améliorer sa légitimité, accroître le consentement. Vous vous souvenez peut-être, bon, ça a été vite oublié, mais la réforme de la police de sécurité du quotidien qui avait été proposée par, comment s'appelait-il, Gérard Collomb. Une des propositions mises en avant était de prendre en compte, enfin déjà d'arriver à identifier les demandes de la population en matière de police et ensuite d'adapter l'action policière à ces demandes. Bon, tout ça a été vite oublié pour différentes raisons, mais le fait d'interroger les gens sur ce qu'ils attendent de la police, sur la manière dont ils l'aperçoivent et la jugent, et ensuite de calibrer l'action policière en fonction, c'est par exemple quelque chose qui est depuis plusieurs décennies mis en œuvre en Angleterre. En France, il semblerait que pour tout un ensemble de raisons, la police conserve en grande partie cette fonction qu'on évoquait tout à l'heure, de discipline, de contrôle social. Et qu'elle ait du mal à réformer ses pratiques et finalement à démocratiser son action. Alors à cela, on donne en général tout un ensemble de raisons. On dit souvent que en France, la police a été et reste encore aujourd'hui prioritairement vouée à la défense des intérêts de l'État plutôt qu'aux intérêts de la population. La police est une institution en France qui a du mal à se réformer, notamment par le poids du corporatisme, le poids du syndicalisme policier qui souvent freine et s'oppose à tout un ensemble de réformes. Bon, voilà, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. On peut lister tout un ensemble de raisons. Mais voilà, si on reprend un peu cette ambivalence qui traverse la présentation depuis tout à l'heure entre régulation sociale d'un côté et coercition de l'autre, on peut dire que la police française, à bien des égards, est restée axée, focalisée sur des fonctions coercitives et des fonctions répressives, et j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de mes enquêtes de terrain. Alors, concernant la question de la confiance, alors c'est là que ça va devenir compliqué sans le PowerPoint. Peut-être ça l'est déjà, remarqué, je ne sais pas, mais vous me direz. Je comptais vous présenter un ensemble de données quantitatives qui nous permettent un peu de comprendre quelles sont les perceptions de la population française vis-à-vis de sa police. Alors, à la différence, par exemple, de l'Angleterre, le ministère de l'Intérieur en France, d'une manière générale, les institutions ne produisent pas de données, en fait, sur ces représentations que la population a de la police. Donc, les sociologues ont dû en produire eux-mêmes. Donc, je vais essayer de synthétiser tout ça sans passer par le PowerPoint. Alors, tout d'abord, on dispose d'un certain nombre, de peu d'enquêtes qui nous permettent de comparer les représentations que les Français ont de la police avec ce que peuvent être les représentations dans d'autres pays européens.
une enquête European Social Survey qui est réalisée dans une trentaine de pays européens tend à nous montrer que la France se situe dans la moyenne basse européenne, qu'il s'agisse des opinions positives qu'ont les Français vis-à-vis de la police, qu'il s'agisse du jugement sur le caractère juste et impartial de l'action policière, ou qu'il s'agisse encore le respect dont les policiers feraient preuve dans le traitement des personnes. Si on compare les différents pays, la France ne se situe pas tout à la fin, mais enfin, elle est quand même dans la moyenne basse. Une autre enquête un peu plus récente qui avait été réalisée en 2008 par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, enquête qui porte plus précisément en fait sur les discriminations dans l'ensemble de l'Union européenne et qui comportait toute une batterie de questions, notamment sur les contrôles d'identité et qui permettait aussi de comparer différents groupes d'origine. Alors l'enquête avait distingué le groupe majoritaire dans chaque pays. En France, il s'agit des Blancs, distingué des Nord-Africains et des Subsahariens. Donc vous aviez un ensemble de batteries de questions en fait, où on demandait aux gens voilà, est-ce que vous pensez avoir été traité respectueusement lors du dernier contrôle d'identité, par exemple. Et là, la France se caractérise à la fois pour l'ensemble des répondants par une perception plus négative que dans d'autres pays du respect dont les policiers auraient fait preuve, premièrement, et la France se caractérise également par l'écart assez fort entre le groupe majoritaire, les Blancs, et les Nord-Africains et les Subsahariens, qui, eux, déclarent de manière beaucoup plus rare avoir été traités respectueusement par les policiers lors des contrôles. Il faut quand même noter que lorsqu'on interroge les gens sur leur contact avec la police qui ne sont pas des contrôles d'identité, donc lorsqu'on les interroge sur la dernière fois que vous êtes allé porter plainte, la dernière fois que, pour X raisons, vous avez eu affaire à la police hors contrôle d'identité, il faut noter que là, la perception du respect policier augmente très fortement et qu'environ 70% des répondants estiment avoir été traités respectueusement et que là, l'écart en fait, entre les majoritaires, les Nord-Africains et les Subsahariens tend à se réduire. Alors, je voulais aussi vous présenter les résultats d'une enquête que je conduis dans le cadre d'une recherche collective. Là, on est en train d'en exploiter les résultats et on a travaillé à partir d'un échantillon représentatif de la population française et on a posé toute une batterie de questions sur les perceptions et les pratiques des gens face à 4 institutions. Donc, il y avait l'impôt, l'école, la justice et la police. Et l'enquête livre des résultats assez intéressants et peut-être un peu surprenants eu égard à ce que je viens de vous dire. C'est que donc on pose des questions sur la confiance. Avez-vous confiance dans la police? Êtes-vous satisfait de son travail, etc. Et en fait, aux questions sur la confiance, on s'aperçoit que la police arrive en tête. Il me semble que voilà, concernant la police. Un peu moins de 80% de nos enquêtés déclarent avoir confiance dans leur police. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'institution dans laquelle nos enquêtés ont le plus confiance. La police, ensuite, la confiance se dégrade un peu, 70% pour l'école publique, elle se dégrade encore un peu pour les services fiscaux, et elle se dégrade carrément pour la justice, puisque à peine 50% de nos enquêtés déclarent avoir confiance dans la justice. Donc, pris en population générale, les Français
témoignent d'une confiance relativement élevée, forte, dans la police. Les résultats se compliquent un petit peu quand on les croise avec toute une batterie de questions qu'on a posées sur le sentiment d'équité. Est-ce que vous considérez que les policiers, les agents des impôts, les enseignants et les magistrats traitent les gens de la même manière? Et là, en fait, le rapport s'inverse. C'est-à-dire que la police est l'institution pour laquelle on considère le plus souvent qu'elle ne traite pas les gens de manière égale. Donc, on est face peut-être à un paradoxe qu'il faut encore qu'on travaille, c'est-à-dire que là, notre enquête, elle nous dit que d'un côté, les Français font très fortement confiance dans leur police, mais que d'un autre côté, ils considèrent que c'est une institution qui est inéquitable. Et quand on demande ensuite, pour quelles raisons considérez-vous que les agents de cette institution ne traitent pas les gens de la même manière? Alors, on avait listé un certain nombre d'items, il y avait le sexe, l'origine, couleur de peau, le milieu social, le lieu de résidence, l'orientation sexuelle, il me semble qu'il y avait 2-3 autres items. Enfin bon, ce qui ressort très fortement concernant la police, c'est que les gens ont tendance à considérer de manière importante que les policiers ne traitent pas tout le monde de la même manière en raison de leur origine ou de leur apparence. Alors que pour les autres institutions, l'école, l'impôt, la justice, ce qui apparaît en premier lieu comme raison d'un traitement inéquitable, c'est le milieu social. Bon, voilà, ce résultat, il faut encore qu'on l'analyse. Il me semble intéressant et c'est un résultat qu'il faut croiser avec la variable sociale. Quand on fait des tris en fonction de la classe sociale de nos répondants, on s'aperçoit qu'il y a deux groupes qui considèrent que la police ne traite pas les gens de la même manière en raison de leur origine et de leur couleur de peau. Ce sont à la fois une partie des classes populaires, notamment les classes populaires urbaines et les plus jeunes. Alors on n'a pas de variable sur origine, immigration, etc. Donc voilà, c'est un peu dommage. Une partie des classes populaires et également ce qui ressort très fortement, c'est que c'est une partie des classes supérieures qui considèrent, qui ont cette attitude, ces représentations envers la police. Et là, ce qui différencie les classes populaires des classes supérieures, c'est que nos classes populaires, ce sont des gens qui font plus souvent que les autres l'expérience des contrôles d'identité, par exemple, alors que les classes supérieures, qui pensent également que la police est inéquitable en raison de l'origine et de l'apparence, font très peu d'expériences concrètes de contrôle policier. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, il y a ces deux groupes-là qui se distinguent dans l'enquête. Et voilà, il va falloir qu'on essaie de comprendre un peu mieux pourquoi. Bref. Reprenons la population en général, forte confiance dans la police. Mais en fait, cette question de la confiance, elle est paradoxale et évidemment, elle ne fait sens que si on regarde comment elle se détermine dans des groupes sociaux distincts. Alors que nous disent les différentes enquêtes? Elles nous disent que le premier critère permettant de comprendre pourquoi chez certains la confiance dans la police se dégrade, c'est l'âge. Dans toutes les enquêtes dont on dispose, les jeunes, jusqu'à 25-30 ans, ont systématiquement moins confiance dans la police que les plus âgés. Deuxième critère, c'est l'origine et la couleur de peau. Dans les enquêtes où on arrive à saisir une origine immigrée ou qui permettent de donner un proxy de la couleur de peau, montrent que dans ces populations qui sont souvent qualifiées de minoritaires dans les enquêtes, la confiance envers la police se dégrade. Et elle se dégrade également dans le temps. L'INED avait produit une étude qui comparait 2 générations d'immigrés et qui montre que dans la première génération, la confiance dans la police restait relativement forte,
alors qu'elle se dégradait très fortement chez leurs enfants. Et enfin, donc, l'âge, l'origine, et le troisième critère qui ressort des enquêtes lorsqu'on regarde un peu plus finement cette question de la confiance, c'est la position sociale. C'est-à-dire que les classes populaires, d'une manière générale, ont tendance... Enfin, la confiance dans la police se dégrade à mesure qu'on descend dans l'espace social. Bon, alors vous voyez, ces résultats, ils sont encore un peu mouvants, quoi. Il faut qu'on multiplie les enquêtes pour arriver à les préciser et voilà, et à tracer les contours en fait de cette confiance policière. Mais en tout cas, ils vont souvent à rebours des croyances policières elles-mêmes. Moi, dans la plupart de mes entretiens avec les policiers, c'est des gens qui ont une vision souvent très négative du monde et qui se perçoivent comme étant mal aimés par les gens, la société, leur hiérarchie, le politique, les médias, etc. Enfin, ils se sentent souvent comme étant la cible de tout un ensemble, enfin d'une forte défiance. En fait, ce que ces enquêtes montrent, c'est que d'une manière générale, c'est pas vrai, mais c'est vrai pour certains groupes sociaux spécifiques. Une des raisons pouvant expliquer cette érosion de la confiance parmi les plus jeunes, les personnes d'origine émigrée et dans les classes populaires, ce qui ressort assez fortement dans les enquêtes, c'est la question des contrôles d'identité. Là, l'ensemble des enquêtes, alors qu'elles soient comparatives entre les pays européens ou propres à la France, montrent sans ambiguïté une disproportion dans la manière dont sont conduits les contrôles d'identité et un ciblage plus important des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Alors, il y a différentes enquêtes. Je peux en citer une qui avait été un peu médiatisée, conduite à la fin des années 2000 par deux collègues, René Lévy et Fabien Jobard, qui avaient mis en place tout un dispositif pour observer les contrôles d'identité dans différentes gares parisiennes, notamment à Châtelet et à Gare du Nord. Peut-être vous avez entendu parler de cette enquête. Des observateurs étaient postés pour observer les contrôles de police, pour observer les caractéristiques des contrôlés. Et cette enquête avait montré que, et là je cite, concernant les Noirs, donc c'était la catégorie de l'enquête, leur probabilité de contrôle est plus élevée sur chacun des sites observés et jusqu'à environ 12 fois plus que les Blancs à Châtelet, et que les Arabes ont, quant à eux, une probabilité 8 fois plus élevée que les Blancs d'être contrôlés, et qui peut aller jusqu'à 15 fois plus à Châtelet station. Alors ce que note l'enquête, et ce qui est important également, c'est que la question de l'apparence ou de l'origine est toujours corrélée avec d'autres éléments. Le sexe, premièrement, puisque ce sont en quasi-majorité des hommes qui sont contrôlés par les policiers, et ensuite le style, l'âge, et ensuite le style de vêtements portés que les policiers associent aux cultures jeunes, qu'il s'agisse des cultures hip-hop, punk, gothique ou à l'époque de l'enquête tectonique. Voilà. Ce résultat, il a été confirmé par différentes enquêtes. Je pense aux enquêtes conduites notamment et plus récemment par le défenseur des droits. Je pense à une enquête comparative franco-allemande conduite par un collègue, Jacques de Maillard, ou encore par les données disponibles par je suis en train d'oublier le nom d'une enquête, je vous disais tout à l'heure, une institution européenne qui produit tout un ensemble de données, l'agence européenne, sur les droits fondamentaux. Un autre élément intéressant concernant ces contrôles d'identité, c'est que les enquêtes remettent en doute leur efficacité. Qu'il s'agisse de l'enquête sur les contrôles d'identité à Paris, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'enquête du défenseur des droits, de l'agence européenne des droits fondamentaux. En fait, ce que ces enquêtes montrent, c'est que une très faible proportion, alors un peu moins de 6% concernant l'enquête du défenseur des droits, un peu moins de 15% dans l'enquête sur les contrôles d'identité à Paris, environ 10% dans l'enquête européenne, des contrôles mènent à la détection d'une infraction.
Donc c'est très peu, quoi. Ça veut dire qu'en gros, entre 80 et 90% des contrôles d'identité qui sont conduits mènent à rien, quoi. Enfin, ne mènent pas à la détection d'une infraction. Et la police elle-même, dans le peu de chiffres qu'elle a pu produire sur les contrôles d'identité, à la demande de la Direction générale de la police nationale, il avait été compté dans 2 départements, l'Hérault et le Val d'Oise. Donc la direction avait demandé au service de police pendant 6 mois de compter les contrôles d'identité. Et l'enquête avait abouti au résultat qu'environ seulement 5% des contrôles d'identité menés par les policiers débouchaient sur la détection d'une infraction. Donc toutes ces enquêtes, elles soulignent la faible rentabilité pénale des contrôles d'identité. Elles en interrogent l'efficacité, l'utilité, et évidemment leur coût, quoi, en termes de discrimination. Et bon, tout ça, c'est des débats, j'en suis sûr que voilà, vous suivez. Enfin, on en parle de plus en plus souvent, on va dire, dans les arènes médiatiques. Et c'est une pratique qui, en France, est pointée du doigt, en fait, comme étant particulièrement génératrice de défiance envers la police. Alors, comment on peut articuler... j'ai pas regardé la montre. Comment on peut articuler ce type d'enquêtes, qui sont des enquêtes qui livrent des résultats quantitatifs, des enquêtes statistiques, avec des enquêtes de terrain? Je vais essayer de vous en donner un exemple, et en restant en fait sur cette question du contrôle d'identité. Donc depuis une dizaine d'années, moi j'ai conduit différentes enquêtes qu'on appelle ethnographiques, des enquêtes de terrain dans des commissariats principalement de banlieues parisiennes, mais pas que, et également en Allemagne, à Berlin, dans des quartiers qui sont perçus comme sensibles du côté allemand. Et un des objectifs de ces enquêtes, c'était d'essayer de comprendre un peu justement pourquoi les policiers français sont si attachés à cette pratique du contrôle d'identité, et qu'est-ce qu'on peut observer du côté allemand. Et donc j'ai conduit beaucoup d'interviews avec des policiers, et j'ai passé beaucoup de jours et de nuits assis dans des voitures de police à observer leur travail. Et en fait, je me rendais assez rapidement compte en France que pour le gardien de la paix, alors c'est souvent le jeune gardien de la paix en banlieue qui veut faire ses armes, qui en général, la sociologie de la police fait que ce sont souvent des jeunes provinciaux qui viennent de milieux ruraux ou semi-ruraux, qui se retrouvent projetés dans les banlieues des grandes villes françaises, qui ont, dans un des commissariats où j'étais, là en banlieue sud, dans les brigades, on retrouvait principalement des policiers qui avaient entre 19 et 30 ans. Et je me suis aperçu que pour beaucoup de ces policiers, le contrôle d'identité était très valorisé et constituait une pratique centrale. Je cite un jeune policier que j'avais interviewé de 23 ans et que là j'appelle Julien, et qui me disait ce n'est qu'en contrôlant qu'on peut tomber sur des affaires. Si on attend que ça vienne, on n'aura rien du tout. Donc on essaie de tourner au maximum là où on pense qu'il pourrait y avoir quelque chose. Donc en fait, l'enquête de terrain, elle me permettait de voir que la première utilité pour les policiers du contrôle d'identité, c'est la rentabilité pénale. C'est le fait de détecter des infractions, de pouvoir faire des affaires, d'améliorer les chiffres d'interpellation du commissariat, d'être bien noté, et ainsi de pouvoir faire ses preuves, éventuellement de passer dans des brigades plus prestigieuses, comme par exemple les fameuses brigades anti-criminalité. Alors ça, c'est la croyance policière, quoi. Les enquêtes que je vous ai données tout à l'heure, elles viennent la contredire, cette croyance policière, puisque finalement, les enquêtes plus générales montrent que la rentabilité pénale de ces contrôles est relativement faible. Mais en faisant du terrain, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres utilités policières pour ces contrôles. La deuxième utilité que j'ai identifiée, c'est, on va dire, une utilité disciplinaire. Dans des contextes où souvent les relations entre les policiers et les habitants sont tendues, et notamment avec les jeunes, en fait, le contrôle d'identité, il est souvent utilisé, même si des infractions n'ont pas été commises, pour instaurer un rapport de force physique
avec des jeunes qui viennent troubler l'ordre public, par exemple, à calmer des jeunes, comme disent les policiers, à empêcher leurs réunions dans l'espace public. Ça, c'était le cas, par exemple, dans cette affaire du 12e arrondissement. En fait, les contrôles de police, ils sont également destinés à affirmer le pouvoir policier auprès d'individus qui n'ont pas forcément commis d'infraction, mais qui mettent à l'épreuve, d'une manière ou d'une autre, l'autorité des policiers. Et ça, ce constat, il rejoint un constat qu'ont fait d'autres sociologues, notamment américains, et là je pense à quelqu'un comme Howard Baker, qui notait dès les années 60 que, je le cite, une bonne part de l'activité du policier ne consiste pas directement à faire appliquer la loi, mais bien à contraindre les gens dont il s'occupe à le respecter lui-même. Donc cet usage disciplinaire du contrôle d'identité, il a bien souvent pour fonction, non pas de réprimer une infraction, mais d'inciter au respect. Le troisième, donc première utilité du contrôle d'identité, cette rentabilité pénale, ensuite une dimension disciplinaire, et une troisième utilité au contrôle que j'ai pu identifier en faisant mes enquêtes de terrain, c'est que les contrôles étaient souvent utilisés par les policiers pour recueillir des informations sur les habitants et sur ceux qui étaient soupçonnés de s'adonner à des activités, à des activités délinquantes. Et ça, j'ai beaucoup tourné et observé, par exemple, le travail des brigades anticriminalité, et c'était quelque chose qui était très fréquent. Et qui explique aussi que parfois les policiers contrôlent des gens dont ils connaissent déjà très bien l'identité. C'est tout un peu le paradoxe de ces contrôles d'identité. Et donc, voilà, de faire de l'observation ethnographique en sociologue, ça permet de voir des interactions du type voilà, le policier s'arrête, salue un tel, le policier lui répond, la personne répond en saluant le policier, parfois par son prénom. Bon, là, je vais contrôler ton identité, ok. Et pendant le contrôle d'identité, le policier va demander comment ça se fait que j'ai vu un tel traîner dans le quartier alors que d'habitude il ne vient pas. Est-ce que tu sais si un tel est sorti de prison ? Voilà, pour recueillir en fait tout un ensemble d'informations que les policiers appellent du renseignement. Et voilà, d'une manière générale, ce que mes enquêtes ethnographiques me permettaient de voir en suivant les policiers, c'était au-delà de l'usage des contrôles d'identité, c'était aussi le constat que les policiers français valorisent en fait ce type d'action policière, c'est-à-dire une action policière qui est focalisée sur l'anticriminalité, sur la recherche de l'infraction. Dans la culture policière, ce sont des valeurs qui sont très valorisées, au détriment de l'autre aspect de l'action policière dont on parlait au début, qui peut être un aspect de régulation sociale, de résolution de conflits et de réponse à la demande de la population. Et il se trouve que voilà, j'ai eu l'occasion ensuite de poursuivre ces travaux en Allemagne. J'ai fait le même type d'enquête en Allemagne et j'ai commencé ces enquêtes à Berlin à la fin des années 2000 et le monde policier que j'ai découvert en Allemagne était très différent de ce que j'avais pu voir, en France. Alors pour tout un ensemble de raisons, on pourrait y revenir dans la discussion si vous le voulez, mais notamment parce que je me rendais compte que mes policiers allemands déjà pratiquaient très peu le contrôle d'identité. Ce n'était pas quelque chose qu'ils considéraient comme utile et bénéfique, que la chasse aux délinquants, la chasse à l'infraction n'était pas du tout leur priorité, et qu'ils occupaient la majorité de leur temps à faire ce qu'ils appellent de la prévention, de la médiation ou encore de la désescalade. C'est-à-dire que les policiers que j'observais à Berlin passaient beaucoup de temps à répondre à toutes ces demandes qui sont considérées comme du social par les policiers français, qui sont très dévalorisées,
les querelles entre personnes alcoolisées, les conflits de couple, les conflits familiaux, la rixe dans un bar, la personne âgée voilà, qui erre dans la rue, enfin voilà, tout ce type de missions en fait, qui sont très peu valorisées du côté français, mais auxquelles les policiers allemands consacrent la majeure partie de leur temps. Un autre élément important, et peut-être vous en avez entendu parler récemment, c'est ce que les Allemands appellent la désescalade, c'est-à-dire cet ensemble de techniques policières qui ont pour objectif de marginaliser le plus possible le recours à la force. Alors moi, je l'ai observé dans le contexte de la police du quotidien, mais des collègues l'ont observé également dans le contexte du maintien de l'ordre. Et dans le maintien de l'ordre aussi, en gros l'équivalent des CRS en Allemagne, les policiers qui interviennent dans les manifestations, au cœur de leur stratégie se trouve cette idée de désescalade. Je ne sais pas, peut-être vous en avez entendu parler, il y a eu pas mal d'interventions autour de la question des Gilets jaunes, où on compare la France et l'Allemagne, où on met en avant ces stratégies de désescalade. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Bon, et en fait, voilà, la comparaison, elle montre que finalement, même s'il y a plein de similarités en fait, entre la France et l'Allemagne, la police, une institution, l'uniforme, le fait de détenir une arme, etc., etc., en fait, quand on fait de l'enquête de terrain en sociologie, on se rend compte que finalement, derrière ces similitudes, il y a finalement une action policière qui est très, très différente. Et pour revenir un peu au début, finalement, les polices, elles ont toujours pour objectif d'assurer le contrôle social, mais que derrière cet objectif commun, il y a tout un ensemble de moyens et de techniques, et qu'en fonction des contextes nationaux, les techniques policières et les moyens policiers vont pouvoir être très différents. Donc voilà, pour conclure, peut-être aussi, je ne sais pas, qu'on discute sur ces différences. C'est vrai que du côté allemand, pas d'affaire Adama Traoré, pas d'affaire Théo. Dans les situations de maintien de l'ordre, pourtant, la police allemande est sollicitée, il y a aussi beaucoup de manifestations, des manifestations de gauche comme de droite, des fois c'est tendu, etc., mais pas de main arrachée, pas d'éborgnement, pas de policiers qui emploient la force de manière disproportionnée, en tout cas ça peut exister, mais dans une fréquence beaucoup plus faible que chez nous. Et voilà, pour revenir au début, il semblerait que dans cette ambivalence ou dans cette balance en fait, entre régulation et coercition, certaines polices aient mieux réussi que la police française à pencher du côté de la régulation et d'une certaine marginalisation de l'usage de la force. Voilà, je vous remercie pour votre attention.